Vous connaissez ce sentiment quand vous pensez que vous êtes sur le point de vivre la meilleure surprise de votre vie, mais qu'au lieu de cela, vous entrez tout droit dans un film d'horreur? Ouais. Eh bien, bienvenue dans ma soirée de mardi infernal. J'étais donc là, assis dans ce siège d'avion exigu qui coûtait probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens, essayant de ne pas perdre la tête à cause du fait qu'un gamin derrière moi tapait dans mon siège depuis 4 heures comme s'il auditionnait pour les Rockets. Mais bon, rien ne pouvait gâcher mon humeur car j'avais une arme secrète. Je rentrais à la maison un jour plus tôt de mon déploiement. 24 heures glorieuses d'avance sur le calendrier, ce qui, en temps militaire, signifie essentiellement que vous avez gagné à la loterie et trouvé une licorne le même jour. Les gradés nous avaient libérés plus tôt parce que, et je cite, les objectifs opérationnels ont été atteints avant la date prévue. Traduction, nous avons si bien fait notre travail que même l'armée n'a pas pu trouver de raison de nous garder assis dans le désert à manger des MRE et à faire semblant d'aimer ça. Ne vous méprenez pas, j'aime servir mon pays et toutes ces choses patriotiques. Mais après 6 mois de sable dans des endroits où le sable ne devrait jamais être, j'étais prêt à embrasser le sol américain et probablement à serrer dans mes bras le premier barista de Starbucks que je verrais. Pendant tout le vol de retour, je n'arrêtais pas de penser à Marissa, ma femme, ma belle et soi-disant dévouée femme, qui m'envoyait ses adorables petits colis et ses lettres larmoyantes sur le fait qu'elle me manquait. Qu'elle comptait les jours jusqu'à mon retour à la maison. Qu'elle préparait cet incroyable dîner de bienvenue et qu'elle dormait dans mes vieux t-shirts parce qu'il sentait encore mon eau de Cologne. Du vrai film Hallmark. Vous savez, le genre de romance qui rend les autres jaloux et vous donne l'impression que peut-être vous avez vraiment gagné à la loterie de la vie pour une fois. J'avais tout un plan en tête pendant ce vol interminable. Je prendrais un taxi au lieu de l'appeler pour qu'elle vienne me chercher, je me faufilerais jusqu'à la maison, peut-être me cacherais-je derrière des buissons comme un taré jusqu'à ce que je puisse trouver le moment parfait pour la surprendre. J'imaginais son visage quand elle ouvrirait la porte et me verrait là avec mon sac de sport et ce sourire idiot que j'ai quand j'essaie d'être romantique. Elle crierait probablement, le bon genre de cri, pas le genre, il y a un tueur en série à ma porte. Et puis elle sauterait dans mes bras comme dans ces vidéos de retour de militaires mielleuses qui font pleurer tout le monde sur Facebook. Bon sang, j'avais même répété ce que j'allais dire. Quelque chose de cool comme, je t'ai manqué, ou peut-être, je ne pouvais pas rester loin un jour de plus. Je sais, je ne suis pas exactement Shakespeare, mais soyez indulgents. Je répète ce moment depuis des semaines. Chaque fois que je fermais les yeux dans cette minuscule couchette militaire, je voyais son sourire, je sentais ses bras autour de moi, je l'entendais murmurer, « Tu es enfin à la maison ». De cette manière qui me faisait oublier toute la paperasserie bureaucratique, le sable et le fait que le café militaire a le goût d'avoir été filtré à travers une chaussette de sport. Le trajet en taxi depuis l'aéroport aurait dû être mon premier indice que quelque chose n'allait pas. Pas à cause de quelque chose de dramatique. Le chauffeur était en fait plutôt cool. Un type plus âgé qui n'arrêtait pas de me remercier pour mon service toutes les 5 minutes, ce qui était gentil, même si c'est devenu un peu répétitif. Non, c'est moi qui me sentais bizarre. Plus on se rapprochait de la maison, plus ce nœud étrange commençait à se former dans mon estomac. Vous connaissez ce sentiment quand vous êtes sur le point de passer un examen très important et que soudainement vous ne vous souvenez plus si vous avez étudié les bons chapitres? C'était comme ça, sauf que je ne savais pas de quoi diable j'étais censé m'inquiéter. C'était peut-être juste de la paranoïa de déploiement. 6 mois en état d'alerte 24h24 et 7J7 vous détraquent la tête d'une manière que vous n'attendez pas. Chaque ombre semble suspecte. Chaque son inattendu vous fait chercher une arme qui n'est pas là. Et chaque bonne chose semble trop belle pour être vraie. Les médecins de l'armée ont des noms fantaisistes pour ça, mais en gros, ça se résume au fait que votre cerveau est convaincu que la paix et le bonheur sont probablement des pièges. Mais alors que nous entrions dans mon quartier, notre quartier avec toutes ses pelouses parfaitement entretenues et ses clôtures blanches qui crient « Rêve de banlieue réalisé », j'ai commencé à me détendre un peu. Tout avait l'air exactement comme quand j'étais parti. Madame Henderson avait toujours ces nains de jardin ridicules que son association de propriétaires essaie de lui faire enlever. Les Johnson n'avaient toujours pas réparé leur boîte aux lettres qui penche à un angle de 45 degrés comme si elle faisait un salut décontracté à tout le monde. Normal, paisible, chez soi. Puis nous avons tourné dans ma rue et j'ai vu notre maison. Ma maison. La maison dont j'avais rêvé pendant 6 mois. La maison où ma femme était probablement blottie sur le canapé en pyjama, peut-être en train de regarder une de ces émissions de télé-réalité auxquelles elle est accro, complètement inconsciente du fait que son mari était sur le point de franchir la porte et de la faire tomber à la renverse. Mais quelque chose n'allait pas dans l'image.
les lumières de l'étage étaient allumées, ce qui était bizarre parce que Marissa se plaignait toujours de la facture d'électricité et avait toute une routine pour éteindre chaque lumière de la maison avant d'aller se coucher. Elle disait en plaisantant que j'avais épousé une femme qui était à la fois comptable, écologiste et sergent instructeur en ce qui concerne les dépenses du ménage. 2 sous économisés sont 2 sous gagnés, disait-elle. Habituellement, en me suivant dans la maison, éteignant les lumières que j'avais oubliées. Alors, pourquoi les lumières de l'étage brillaient comme si elle organisait une rave party là-haut? J'ai payé le chauffeur de taxi, j'ai attrapé mon sac de sport et je suis resté un moment sur le trottoir, regardant ces fenêtres lumineuses. Ma poitrine était serrée par quelque chose qui n'était plus tout à fait de l'excitation, mais pas tout à fait de l'effroi non plus. C'était ce sentiment intermédiaire que l'on ressent quand on est sur le point d'ouvrir une porte et qu'on n'a aucune idée de ce qui attend de l'autre côté. La chose intelligente aurait été de l'appeler, de lui dire que j'étais rentré plus tôt, mais où est le plaisir là-dedans? Je voulais la surprendre. Je voulais voir le regard de pure joie se répandre sur son visage quand elle réaliserait que son mari avait réussi à rentrer plus tôt que prévu. Je voulais être le héros de ma propre histoire d'amour pour une fois, au lieu d'être juste un autre gars en bottes de combat qui crapahute dans la guerre de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai remonté cette allée familière, passé les parterres de fleurs que Marissa avait plantées au printemps dernier, passé le drapeau américain que j'avais accroché avant mon déploiement, passé tous les petits détails qui faisaient de cet endroit un foyer. Mes bottes étaient silencieuses sur les marches du porche. Une vieille habitude de moi à essayer de ne pas réveiller la moitié de la caserne chaque fois que je bougeais. La clé de rechange était toujours cachée sous la fausse pierre près de la porte, là où nous l'avions laissée. Ma main tremblait juste un peu alors que je glissais cette clé dans la serrure. 6 mois d'anticipation, 6 mois à me languir d'elle. 6 mois à compter les jours jusqu'à ce moment exact. J'ai tourné la clé, j'ai poussé la porte et je suis entré dans ce que je pensais être le début de la meilleure nuit de ma vie. Au lieu de cela, je suis entré dans le début de la pire. Avez-vous déjà eu un de ces moments où votre cerveau refuse tout simplement de traiter ce qui se passe? Comme quand vous regardez un accident de voiture au ralenti et qu'une partie de vous pense, ça ne peut pas être réel, tandis que l'autre partie calcule déjà les dégâts. Ouais, eh bien, bienvenue dans mon accident de train personnel. Avec votre serviteur dans le rôle du gars qui aurait juste dû rester dans ce fichu taxi. Je me tenais dans ma propre embrasure de porte comme une sorte de statue, les sacs de sport toujours sur l'épaule, les clés pendantes de ma main comme si j'avais oublié comment utiliser les fonctions motrices de base. Le rez-de-chaussée était sombre. Pas seulement sombre, mais ce genre d'obscurité de scène que l'on voit dans ces films d'invasion de domicile où tout est trop calme et trop parfait. Comme si quelqu'un l'avait arrangé spécifiquement pour vous perturber. Notre salon avait l'air exactement comme quand je l'ai quitté il y a 6 mois. Le même canapé où nous avions l'habitude de regarder Netflix en rafale jusqu'à 3 heures du matin, nous disputant pour savoir s'il fallait commencer un autre épisode ou dormir un peu. La même table basse avec cette tache de cercle du jour où Marissa a oublié d'utiliser un sous-verre et a passé 20 minutes à s'excuser comme si elle avait commis un crime fédéral. Les mêmes photos de famille alignées sur la cheminée. Tous sourire et, regardez comme nous sommes heureux. Qui ressemblait maintenant à des preuves d'une scène de crime. Mais voilà le truc quand on rentre de déploiement. Votre oui devient bizarre. 6 mois à écouter les menaces, tout ce qui n'a pas sa place, et soudain vous pouvez entendre une épingle tomber à 3 pièces de distance. Alors, quand j'ai entendu les bruits venant de l'étage, toutes les sonnettes d'alarme dans ma tête ont commencé à retentir comme un exercice d'incendie en enfer. Des rires haletants, le genre qui vous retourne l'estomac parce que vous savez exactement ce que ça veut dire. Même quand votre cerveau essaie encore de trouver des explications innocentes. Peut-être qu'elle regarde une émission comique. Peut-être qu'elle est au téléphone avec sa sœur. Peut-être qu'elle fait une de ces vidéos d'entraînement en ligne qui la font glousser parce que l'instructeur a un accent amusant. Mais ensuite est venu le murmure. Bas, profond, définitivement masculin, et certainement pas venant d'une télévision ou d'un appel téléphonique. C'est à ce moment-là que mon entraînement a pris le dessus. Pas l'entraînement, comment être un bon mari, mais l'entraînement, comment évaluer une menace sans se faire tuer. Pas silencieux, respiration contrôlée, chaque muscle prêt à réagir à n'importe quel cauchemar qui attendait à l'étage. Je n'ai pas appelé son nom. Qu'est-ce que j'étais censé dire? Chérie, je suis rentré plus tôt. J'espère que tu ne fais rien que tu ne devrais pas faire. Je n'ai pas frappé au cadre de la porte comme un visiteur poli dans ma propre fichue maison. Et je n'ai certainement pas annoncé ma présence comme s'il s'agissait d'une visite de courtoisie. Non,
J'ai canalisé chaque once d'entraînement à la furtivité que l'armée m'avait inculquée et j'ai monté ces escaliers comme si ma vie en dépendait. Chaque marche semblait prendre 1 heure. Vous savez, comme dans les films d'horreur où la musique devient toute dramatique et la caméra fait ce ralenti pendant que la victime marche vers sa perte? C'était exactement comme ça, sauf qu'il n'y avait pas de musique dramatique. Juste le son de mon propre cœur qui essayait de se frayer un chemin hors de ma poitrine et les bruits de plus en plus évidents de ma femme faisant des choses que les épouses ne sont pas censées faire lorsque leurs maris sont déployés à l'étranger pour se battre pour la liberté et la démocratie et toutes ces conneries patriotiques. Les escaliers de notre maison grincent. J'avais oublié ça pendant mes mois d'absence. Mais maintenant, chaque petit gémissement du bois ressemblait à un coup de feu dans le silence, pas à pas, comme si je montais vers ma propre exécution, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. L'exécution de toutes les croyances que j'avais sur mon mariage, ma vie, ma capacité à juger les gens et ma foi générale en l'idée que de bonnes choses arrivent aux gens qui essaient de bien faire. Au moment où j'ai atteint le haut des escaliers, les sons étaient sans équivoque. Je ne vais pas vous les plaire parce que je ne suis pas masochiste et que ce n'est pas une sorte de roman d'amour tordu. Mais disons simplement que ma femme n'était certainement pas seule, ne regardait certainement pas la télévision et ne pensait certainement pas à son mari, qui était censé être à des milliers de kilomètres de là, lui manquant comme un idiot. La porte de la chambre, notre porte de chambre, était entr'ouverte juste assez pour me donner une place au premier rang pour la destruction de tout ce que je pensais savoir de ma vie. Et parce que l'univers a apparemment un sens de l'humour macabre, il y avait juste assez de lumière de la lampe de chevet pour tout voir en détail, en haute définition et d'une clarté cristalline. Marissa, ma femme, la femme qui portait mes plaques d'identité autour du cou sur nos photos de mariage et qui avait promis de m'aimer pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et la santé, que tu sois à la maison ou en déploiement, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Elle était enchevêtrée avec un type dans ce qui était censé être notre lit, notre sanctuaire, notre endroit. Et elle l'embrassait comme si sa vie en dépendait, comme s'il était de l'eau et qu'elle mourait de soif, comme s'il était la réponse à chaque prière qu'elle avait jamais murmurée. Mais voilà le hic. Je connaissais le type. Charles Cadenne, son patron de cette agence de marketing du centre-ville. Le même Charles Cadenne qu'elle avait mentionné dans ses lettres. Toujours en passant, toujours avec une petite histoire innocente sur les drames du bureau ou la politique de bureau. Charles pense que nous devrions restructurer la campagne. Charles a apporté des beignets pour tout le monde aujourd'hui. Charles est un si bon mentor. Ouais, eh bien, Charles l'a conseillé sur bien plus que des stratégies de marketing, apparemment. Je l'avais rencontré à la fête de Noël de l'entreprise avant mon déploiement. Je lui avais serré la main, je l'avais écouté me remercier pour mon service, je l'avais regardé sourire à Marissa avec ce que je pensais n'être qu'une amabilité professionnelle. Le type avait l'air assez décent. Marié lui-même. 2 enfants. Un de ces pères de banlieue qui entraînait probablement la petite ligue le week-end et conduisait une berline raisonnable. Le genre d'homme que vous ne soupçonneriez jamais de coucher avec la femme de quelqu'un d'autre pendant que ce quelqu'un d'autre est à l'étranger en train de se faire tirer dessus par des gens qui veulent tuer des Américains. Ils étaient si absorbés par leur petite scène d'amour qu'ils ne m'avaient pas entendu rentrer, ne m'avaient pas entendu monter les escaliers, n'avaient pas remarqué que le mari qu'ils trahissaient se tenait à 3 mètres de là, regardant son monde entier s'effondrer en temps réel. Et vous savez le pire? Ils avaient l'air heureux. Pas coupables, pas sournois, pas comme 2 personnes qui savaient qu'elles faisaient quelque chose d'horrible. Ils avaient l'air de 2 personnes qui allaient ensemble, qui s'accordaient, qui avaient du sens. Ma photo de mariage était juste là, sur la table de chevet. La même photo qui me faisait sourire à chaque fois que je la regardais. Marissa dans sa robe blanche. Moi dans mon uniforme de cérémonie. Tous les 2 souriant comme si nous venions de gagner à la loterie. Sauf que maintenant, on aurait dit que la photo s'était détournée de honte. Inclinée à un angle comme si elle ne pouvait pas supporter de voir ce qui se passait dans le lit qu'elle était censée surveiller. Je suis resté là pendant ce qui a semblé des heures, mais qui n'a probablement duré que quelques secondes, à regarder mon mariage mourir sous mes yeux. Une partie de moi voulait défoncer la porte, commencer à crier, peut-être jeter Charles par la fenêtre et dire à Marissa ces 4 vérités qu'elle n'oublierait jamais. Une partie de moi voulait m'effondrer, pleurer là, dans le couloir, juste m'écrouler et laisser le chagrin m'envahir comme un raz-de-marée. Mais vous savez ce que j'ai fait à la place? Je me suis retourné, j'ai redescendu ces escaliers grinçants, je suis sorti de cette maison comme si je sortais complètement de mon ancienne vie. Et j'ai fermé la porte derrière moi doucement, prudemment, comme si j'essayais de ne réveiller personne. Parce que parfois,
la chose la plus dévastatrice que vous puissiez faire n'est pas de faire du bruit. Parfois, c'est de ne faire aucun bruit du tout. Vous savez ce qui est drôle avec les moments qui changent une vie? Ils ne viennent pas avec une bande-son, un éclairage dramatique ou quoi que ce soit de ce genre d'Hollywood. Ils arrivent juste, généralement quand vous y êtes le moins préparé. Et soudain, vous vous retrouvez de l'autre côté de tout ce que vous pensiez savoir sur vous-même. Une minute, vous êtes un soldat heureux en mariage qui rentre à la maison pour surprendre sa femme aimante, et la minute suivante, vous êtes un gars qui vient de voir son monde entier partir aux toilettes à cause des deux personnes en qui il avait le plus confiance. Le taxi était toujours là quand je suis ressorti. Même chauffeur, même compteur qui tournait, même tout, sauf que maintenant, j'étais une personne complètement différente de l'idiot plein d'espoir qui était sorti de cette voiture 5 minutes plus tôt. C'est drôle comme les choses peuvent changer vite quand on ne fait pas attention. Je me suis glissé sur la banquette arrière comme si je me déplaçais dans l'eau. Tout semblait lent et surréaliste et pas tout à fait connecté à la réalité. Mon sac de sport a atterri à côté de moi avec le même bruit sourd qu'il avait fait plus tôt. Mais maintenant, il semblait plus lourd d'une certaine manière, comme s'il était lesté de toutes les attentes et de tous les rêves qui venaient d'être écrasés à l'étage dans ce qui était ma chambre. Le chauffeur s'est retourné et m'a regardé avec ses yeux bienveillants que les chauffeurs de taxi ont quand ils ont vu assez de la vie pour reconnaître quand quelqu'un passe la pire journée de son existence. « Tout va bien, mec ?» a-t-il demandé. Et je pouvais dire qu'il se souciait vraiment de la réponse. Il avait probablement des enfants lui aussi. Il savait probablement ce que ça faisait de s'inquiéter pour quelqu'un qu'on aime. Bon sang, peut-être qu'il avait été déployé lui-même à un moment donné. Et comprenait la sorte particulière de mal du pays qui accompagne le service militaire. Pendant une seconde, j'ai failli lui raconter, failli déballer toute l'histoire pathétique là, à l'arrière de son taxi. Comment j'avais compté les jours. Comment j'avais prévu cette surprise parfaite. Comment j'étais tombé sur ma femme en train de coucher avec son patron dans le lit que j'avais acheté avec ma solde de déploiement. J'ai failli m'effondrer comme une épave émotionnelle et laisser cet étranger me réconforter pendant que je digérais le fait que mon mariage était plus mort que le disco. Mais vous savez ce que le déploiement vous apprend? Il vous apprend que parfois, la seule chose qui vous sépare du chaos total est votre capacité à garder la bouche fermée et à réfléchir à votre prochain coup. Quand les mortiers pleuvent et que votre copain est touché et que tout part en vrille autour de vous, vous n'avez pas le luxe de vous effondrer. Vous évaluez la situation, vous faites un plan et vous exécutez ce plan avec les ressources dont vous disposez. Alors, au lieu d'avoir une crise de nerfs à l'arrière d'un taxi, j'ai regardé ce type décent qui essayait juste de faire son travail et j'ai dit la seule chose qui avait du sens, centre-ville. Ma voix semblait bizarre. Trop calme, trop contrôlée, comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Le genre de calme qui n'arrive que lorsque quelque chose en vous se remet en place. Quand tout l'émotionnel est mis de côté et que vous recommencez à penser comme un soldat au lieu d'un mari au cœur brisé. Le chauffeur m'a jeté un autre regard, essayant probablement de savoir si j'étais sur le point de faire quelque chose de fou ou de dangereux. Mais apparemment, j'ai passé le test de santé mentale qu'il effectuait, car il a juste hoché la tête et a mis la voiture en marche. C'est noté, mon pote. Alors que nous nous éloignons de ma maison, ex-maison, je suppose, je me suis surpris à regarder par la fenêtre toutes ces parfaites maisons de banlieue avec leurs parfaites familles de banlieue faisant leurs parfaites choses de banlieue. Les lumières du porche brillant comme des phares de bonheur domestique. Les téléviseurs scintillant à travers les fenêtres du salon, montrant probablement des sitcoms ou des émissions de cuisine ou ce que les gens normaux regardent quand leur vie n'implose pas en temps réel. Madame Henderson arrosait à nouveau ces ridicules nains de jardin, car apparemment c'est ce que l'on fait à 21h quand on n'a rien de mieux à faire que de s'assurer que ces décorations de pelouse sont correctement hydratées. Les Johnson avaient toute leur famille entassée sur leur balançoire de Porsche, ressemblant à une peinture de Norman Rockwell prenant vie. Même les adolescents qui traînaient sous le lampadaire avaient l'air de sortir d'une publicité réconfortante sur le fait de grandir dans une petite ville américaine. Et moi, je m'éloignais de tout ça comme une sorte de fantôme, comme si je n'avais jamais eu ma place dans ce quartier parfait en premier lieu. Ce qui, soyons honnêtes, n'a peut-être jamais été le cas. Peut-être que je me suis leurré tout ce temps, pensant que je pouvais revenir des zones de guerre et des environnements hostiles et me glisser à nouveau dans la vie civile, comme enfiler une paire de chaussures confortables. Le truc avec le déploiement, c'est que ça vous change d'une manière que vous n'attendez pas. Pas seulement les trucs évidents, l'hypervigilance, les difficultés à dormir, la façon dont les bruits forts vous donnent envie de vous jeter à terre. Ce sont les changements plus subtils qui vous touchent vraiment.
La façon dont vous commencez à voir à travers les gens parce que vous avez passé des mois à dépendre de votre capacité à lire les situations avec précision. La façon dont vous apprenez à faire confiance à votre instinct parce que l'hésitation peut vous tuer. La façon dont vous réalisez que la plupart des choses qui inquiètent les gens à la maison sont complètement insignifiantes quand vous avez vu à quoi ressemblent les vrais problèmes. C'est peut-être pour ça que je ne criais pas, ne pleurais pas ou ne frappais pas le dos du siège du chauffeur de taxi. Peut-être que 6 mois à rester en vie dans une zone de guerre m'avaient appris que les réactions émotionnelles sont des luxes. Vous ne pouvez pas vous les permettre quand vous avez besoin de penser clairement. Peut-être que j'avais appris quelque chose sur moi-même que je n'aurais jamais découvert si j'étais resté à la maison et que j'avais joué à la maison avec une femme qui jouait apparemment à la maison avec quelqu'un d'autre. Les lumières de la ville ont commencé à devenir plus vives alors que nous nous dirigions vers le centre-ville. Toutes ces enseignes au néon, ces immeubles de bureaux et ces dîners ouverts tard pour les gens qui n'ont nulle part où aller. J'avais toujours pensé au centre-ville comme à l'endroit que l'on visite quand on veut de l'excitation. Quand la vie de banlieue devient trop ennuyeuse et que l'on a besoin d'un avant-goût de quelque chose de différent. Maintenant, j'avais l'impression que c'était exactement là que j'avais ma place. Anonyme, temporaire, plein de gens qui étaient entre une chose et la suivante. Un endroit précis au centre-ville, a demandé le chauffeur en me regardant dans le rétroviseur. J'ai failli rire de ça. Un endroit précis? Comme si j'avais un plan. Comme si j'avais réfléchi à ça. Comme si j'étais une sorte de maître stratège qui avait anticipé de rentrer plus tôt pour trouver sa femme au lit avec son patron. La vérité, c'est que je n'avais aucune idée d'où j'allais ni de ce que j'allais faire ensuite. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas rester dans cette maison. Je ne pouvais pas prétendre que je n'avais pas vu ce que j'avais vu. Je ne pouvais pas redevenir le mari naïf qui pensait que son mariage était solide juste parce qu'il recevait des lettres douces et des colis. Mais voilà le truc avec le fond du trou. C'est en fait une base assez solide sur laquelle construire. Quand tout ce que vous pensiez savoir s'avère être un mensonge. Quand chaque supposition que vous aviez faite sur votre vie se révèle fausse en l'espace de 5 minutes. Vous avez 2 choix. Vous pouvez vous effondrer ou vous pouvez recommencer. Et j'avais passé trop de mois en territoire hostile pour m'effondrer maintenant. Roulez juste, lui ai-je dit. Je le saurai quand je le verrai. Le taxi a roulé dans les rues du centre-ville pendant que j'étais assis sur la banquette arrière, mon sac de sport à côté de moi, mon alliance toujours à mon doigt, pensant au chaos et au silence et à la différence entre réagir et répondre. Le déploiement m'avait appris que lorsque tout part en vrille, la personne qui reste calme gagne généralement. Il était temps de savoir si cette leçon s'appliquait aussi à la vie civile. Vous savez ce qu'on dit sur le fait que la vengeance est un plat qui se mange froid? Eh bien, il s'avère que je me prépare depuis des mois sans même le savoir. Pendant que j'étais à l'étranger en train de jouer aux soldats et d'écrire des lettres mielleuses à ma femme infidèle, une petite voix paranoïaque à l'arrière de ma tête me murmurait des scénarios, et si, que j'ai rejetés comme des problèmes de confiance et de l'anxiété de déploiement. Il s'avère que cette petite voix paranoïaque était la partie la plus intelligente de moi. Le cabinet d'avocats de Marcus Levent se trouve dans l'un de ces immeubles du centre-ville qui essaient très fort d'avoir l'air impressionnant, mais qui ont surtout l'air cher. Tout en marbre et en acajou est le genre de meuble qui crie « Nous facturons à l'heure et nous valons chaque centime ». J'y étais allé exactement une fois auparavant, lorsque Marissa et moi avons acheté la maison et avions besoin de quelqu'un pour s'occuper de la paperasse. À l'époque, Marcus semblait excessif pour une simple transaction immobilière, mais mon père a toujours dit « Prends le meilleur avocat que tu puisses te permettre, puis trouve comment te permettre un meilleur ». Maintenant, j'étais assis en face de son immense bureau à 8 heures du matin, ayant l'air d'avoir dormi dans mon uniforme, ce que j'avais fait, dans une chambre d'hôtel du centre-ville qui sentait le désinfectant et les rêves brisés. Pendant que Marcus fixait le dossier que je venais de déposer devant lui, comme s'il contenait des codes de lancement nucléaire. « Vous avez déjà tout déplacé ?» a-t-il demandé, feuilletant page après page de relevés bancaires, d'actes de propriété, de documents de fiducie et de virements financiers sur lesquels je travaillais depuis des mois. Ses sourcils montaient de plus en plus haut sur son front à chaque document, comme s'il regardait un tour de magie qu'il ne pouvait pas comprendre. J'ai hoché la tête une fois, en gardant mon expression aussi neutre que possible. J'ai commencé le processus il y a 3 mois. Il y a 3 mois, a-t-il répété lentement, comme s'il essayait de comprendre la chronologie. Vous avez planifié ça depuis. Depuis que j'ai commencé à avoir des soupçons, ai-je dit, ce qui était techniquement vrai. J'avais des soupçons. D'accord. Pas sur Marissa spécifiquement, mais sur l'idée générale que tout ce qui est bon dans ma vie pourrait durer sans plan de secours approprié. Pensée militaire, espérer le meilleur,
se préparer au pire et toujours avoir une stratégie de sortie. Le truc, c'est que je n'avais pas vraiment soupçonné Marissa de me tromper quand j'ai commencé à déplacer des actifs. J'avais juste pensé aux statistiques de divorce pour les couples militaires, au nombre de gars qui reviennent de déploiement pour trouver leur vie entière démantelée, au nombre d'épouses qui décident qu'être mariée à un soldat est trop difficile, trop solitaire et trop imprévisible. Alors, j'avais commencé à me protéger au cas où, en déplaçant de l'argent sur des comptes qu'elle ne connaissait pas, en transférant des titres de propriété dans des fiducies dont elle n'était pas au courant, en construisant essentiellement un pare-feu financier autour de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je me suis dit que c'était juste une bonne planification, comme acheter une assurance vie ou garder des provisions d'urgence. Vous ne le faites pas parce que vous vous attendez à une catastrophe. Vous le faites parce que la catastrophe a une façon de se manifester quand vous y êtes le moins préparé. Et si la catastrophe n'arrive jamais, eh bien, pas de mal. Vous avez juste une très bonne organisation financière et une paperasse impressionnante. Il s'avère que la catastrophe avait un nom, et c'était Charles Cadden. Marcus feuilletait toujours des documents, faisant parfois ces petits sondages que font les avocats lorsqu'ils sont soit très impressionnés, soit très confus. « C'est complet », a-t-il dit. « Enfin, la maison est entièrement à votre nom par le biais de la fiducie. Les comptes bancaires ont été transférés. Les investissements sont sécurisés, même les voitures. Les deux sont immatriculés à la fiducie, ai-je confirmé. Elle conduit des véhicules qu'elle ne possède techniquement pas depuis 2 mois. Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être du respect ou une légère peur. Comment saviez-vous? Je ne le savais pas, ai-je dit, ce qui était la vérité, mais pas toute la vérité. Je crois juste qu'il faut être préparé. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que le déploiement vous donne beaucoup de temps pour réfléchir. Et réfléchir vous donne beaucoup de temps pour réaliser à quel point vous êtes vulnérable lorsque votre vie entière est construite sur la confiance et les suppositions. À quel point il serait facile pour quelqu'un de détruire tout ce pourquoi vous avez travaillé pendant que vous êtes de l'autre côté du monde, incapable de vous protéger ou de protéger vos intérêts. Combien de gars avec qui j'avais servi étaient rentrés à la maison pour trouver que leur femme avait vidé les comptes bancaires, vendu les maisons, maximisé les cartes de crédit et disparu avec de nouveaux petits amis qui appréciaient les femmes qui venaient avec des avantages financiers intégrés. Alors, j'avais commencé à bouger, des mouvements discrets, des mouvements légaux, des mouvements qui ressemblaient à de la planification financière, mais qui ressemblaient en fait plus à la construction d'une forteresse autour de tout ce qui comptait pour moi. Ouvrir de nouveaux comptes à mon seul nom, créer des fiducies qui protégeaient les actifs de la division maritale, réacheminer les dépôts directs et les paiements automatiques. En gros, j'avais passé 3 mois à me transformer en fantôme financier. Quelqu'un qui existait sur le papier, mais qui ne pouvait pas être touché par le genre de trahison auquel j'étais apparemment destiné. La beauté de la chose, ai-je expliqué à Marcus, qui fixait toujours ma paperasse comme si elle était écrite en hiéroglyphes, c'est que tout a été fait légalement avec une documentation appropriée pendant que j'étais à l'étranger au service de mon pays. Difficile de soutenir qu'un soldat déployé agissait de mauvaise foi lorsqu'il protégeait les actifs qu'il avait gagnés grâce au service militaire. Marcus a commencé à rire. Pas le genre de rire que l'on entend dans les clubs de comédie, mais le genre de rire que les avocats ont lorsqu'ils réalisent qu'ils ont affaire à une affaire qui est déjà gagnée avant même d'avoir commencé. Elle va contester ça, a-t-il dit. Elle va prétendre à la fraude, à la manipulation, que vous avez caché des actifs. Avec quel argent, ai-je demandé. Ses comptes personnels ont exactement de quoi couvrir sa facture de téléphone portable et peut-être un voyage à Starbucks. Ses cartes de crédit sont au maximum à cause de virées shopping dont elle pensait que je n'étais pas au courant. Et son patron est sur le point d'avoir des problèmes plus importants que d'aider sa maîtresse à engager un avocat. C'est à ce moment-là que j'ai sorti le deuxième dossier, celui que j'avais gardé pour le dessert. Des photos de la voiture de Charles dans notre allée à des heures suspectes. Des captures d'écran de SMS entre eux que j'avais récupérées de notre stockage cloud partagé parce qu'apparemment aucun d'eux n'avait compris comment la technologie fonctionnait réellement. Des reçus d'hôtels de voyage d'affaires qui se sont produits par coïncidence pendant mes rares appels téléphoniques à la maison. Des échanges de mails qui ont commencé de manière professionnelle et ont fini par ressembler à de mauvais extraits de romans d'amour. Vous allez les détruire, a dit Marcus. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, il avait l'air vraiment impressionné au lieu d'être simplement poli professionnellement. Non, les jeux corrigés, me penchant en arrière dans le fauteuil en cuir hors de prix et sentant quelque chose comme la paix s'installer en moi pour la première fois depuis des heures. Je vais les laisser se détruire eux-mêmes. Je vais juste m'assurer que le processus est correctement documenté.
Parce que voici ce que j'ai appris à l'étranger. Les meilleures batailles sont celles où votre ennemi se bat lui-même pendant que vous regardez à distance de sécurité. Vous n'avez pas à tirer un coup de feu. Vous n'avez pas à vous salir les mains. Vous n'avez pas à compromettre vos principes ou votre position. Vous devez juste être patient, préparé et assez intelligent pour rester à l'écart lorsque tout s'effondre. Demande de divorce déposée aujourd'hui, ai-je dit à Marcus. Et je veux que les serrures soient changées d'ici ce soir. Considérez que c'est fait, a-t-il dit, attrapant déjà son téléphone pour commencer à passer des appels. Autre chose? Je me suis levé, j'ai attrapé mon sac de sport et je me suis dirigé vers la porte. Ouais, ai-je dit par-dessus mon épaule. Faites-leur mal. Avez-vous déjà regardé une de ces émissions de rénovation où ils rénovent toute la maison de quelqu'un en 48 heures? Eh bien, il s'avère que démanteler toute la vie de quelqu'un prend à peu près le même temps. Sauf que c'est bien plus satisfaisant, et personne n'a à faire semblant d'être excité par la grande révélation. Au moment où le soleil a commencé à se coucher, j'avais plus d'entrepreneur chez moi qu'une émission de télé-réalité. Le serrurier. Ce vieux type grisonnant nommé Eddie, qui avait l'air de changer des serrures depuis la guerre de sécession, travaillait sur la porte d'entrée pendant que je supervisais depuis l'allée comme une sorte de commandant des opérations domestiques. Derrière lui, un technicien de la société de sécurité reprogrammait l'ouvre-porte de garage, et un autre spécialiste mettait à jour les codes du système d'alarme. « Vous êtes sûr de tout ça, fiston ?» a demandé Eddie, perçant l'ancien peine dormant avec l'efficacité de quelqu'un qui avait probablement aidé beaucoup de gens à enfermer beaucoup d'autres personnes au fil des ans. Ça a l'air de faire beaucoup de travail pour un après-midi. J'en suis sûr, lui ai-je dit, le regardant installer une nouvelle serrure qui venait avec des clés que Marissa n'avait jamais vues et ne verrait jamais. Depuis combien de temps faites-vous ce travail, Eddie? 37 ans en octobre prochain, a-t-il dit, sans lever les yeux de son travail. J'ai vu beaucoup de gens changer leur serrure pour beaucoup de raisons. Divorce, rupture, drame de colocation, conflits familiaux. Bon sang, j'ai même changé les serrures pour une dame qui voulait empêcher sa belle-mère d'entrer dans sa cuisine. Avez-vous déjà changé les serrures pour un soldat déployé qui est rentré plus tôt pour trouver sa femme en train de recevoir de la compagnie? Eddie a arrêté de percer et m'a regardé avec le genre d'expression que l'on voit sur le visage des gens qui ont entendu toutes les histoires possibles et imaginables. Je ne peux pas dire que oui, a-t-il dit doucement. Mais je suppose que cette compagnie n'était pas du genre invité. On pourrait dire ça. Il a hoché la tête et est retourné à son travail, ne posant plus de questions parce que les gars comme Eddie comprennent que parfois, moins on en sait sur les affaires de ses clients, mieux on dort la nuit. Mais je pouvais dire qu'il était de mon côté par la façon dont il était très minutieux dans l'installation, s'assurant que chaque vis était bien serrée et que chaque mécanisme était lisse comme de la soie. Pendant qu'Eddie s'occupait de la sécurité physique, j'étais occupé à mener la guerre financière depuis mon téléphone. Banque après banque, compte après compte, carte de crédit après carte de crédit. Oui, j'aimerais geler ce compte immédiatement. Non, je n'ai pas besoin d'en discuter avec le titulaire du compte joint. C'est exact. Je lui retire l'autorisation à partir de maintenant. Militaire. Oui. Protection contre la fraude. Exactement. C'est incroyable à quel point les institutions financières deviennent coopératives lorsque vous utilisez les mots magiques, militaire, et fraude potentielle. Soudain, tout le monde se plie en quatre pour vous aider à protéger vos actifs. Probablement parce qu'ils ont déjà vu ce film et qu'ils savent comment il se termine. Un soldat déployé se fait avoir par une conjointe infidèle. La banque est poursuivie pour ne pas avoir protégé les intérêts des militaires. La banque verse un règlement massif et obtient une terrible publicité. Il est beaucoup plus facile de tout geler et de laisser les avocats régler le problème plus tard. Le compte chèque joint, gelé. Le compte d'épargne qui était censé être pour notre futur acompte de maison, gelé. La carte de crédit qu'elle utilisait pour ses soirées entre filles qui incluait apparemment Charles, annulée. Même cette carte de crédit de magasin qu'elle avait obtenue pour acheter des meubles, celle qu'elle pensait que je ne connaissais pas, disparue. Mais le véritable chef-d'œuvre était le SUV. Ce magnifique SUV, hors de prix, avec des mensualités plus élevées que le loyer de la plupart des gens, que Marissa avait insisté pour que nous ayons parce que, c'est un investissement dans notre avenir et nous aurons besoin de l'espace quand nous commencerons à avoir des enfants. Le même SUV qu'elle avait conduit pour rencontrer Charles pour leur petit rendez-vous romantique. Pensant probablement qu'elle était si intelligente, si intouchable, si sûre dans sa petite double vie parfaite.
J'ai appelé le concessionnaire pendant qu'Eddie installait le nouveau pen dormant. Et, c'est à propos du numéro de compte de l'Escalade 2024. J'ai débité les détails. Ouais, je dois le signaler comme. Appelons ça une utilisation non autorisée. Le titulaire principal du compte demande une reprise de possession immédiate. Monsieur, êtes-vous sûr? Cela va laisser le conducteur secondaire sans transport. C'est exactement le but, ai-je dit, regardant le technicien de sécurité terminer avec la porte de garage. Dans combien de temps pouvez-vous le récupérer? Nous pouvons avoir un camion sur place dans les 2 heures. Parfait. Et juste pour être clair, le conducteur secondaire n'est plus autorisé à prendre de décision concernant ce véhicule. Toute tentative de la contacter au sujet des paiements ou de l'état du compte doit être adressée à mon avocat. Je leur ai donné les informations de Marcus et j'ai raccroché, me sentant comme un joueur d'échecs qui vient de mettre son adversaire en échec sans même qu'il se rende compte que la partie avait commencé. Au moment où les entrepreneurs ont terminé, ma maison avait l'air exactement la même de l'extérieur, mais était complètement différente à l'intérieur. Nouvelle serrure, nouveau code, tout était nouveau. L'anniversaire que j'avais utilisé pour le système d'alarme, l'anniversaire de Marissa, avait disparu, remplacé par la date de mon enrôlement. L'ouvre-porte de garage qu'elle avait programmée sur sa voiture, reprogrammée à une fréquence qu'elle ne devinerait jamais. Même la serrure intelligente de la porte arrière avait été réinitialisée pour ne reconnaître que mon empreinte digitale. C'est tout bon, a dit Eddie, me tendant un jeu de clés qui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Personne n'entrera ici sans votre permission. Je vous dois combien? C'est pour la maison, a-t-il dit, rangeant ses outils avec une efficacité quasi militaire. Merci pour votre service, fiston. Et pour ce que ça vaut, c'est une idiote. Après que tout le monde soit parti, je me suis tenu dans ma maison nouvellement sécurisée, écoutant le silence qui semblait différent maintenant. Pas vide, mais propre, comme si je venais de terminer la mission la plus importante de ma carrière militaire. Sauf que cette fois, l'ennemi avait été mes propres hypothèses naïves sur l'amour, la loyauté et l'idée que certaines choses sont assez sacrées pour survivre à tout. Mon téléphone a commencé à vibrer vers 22 heures. D'abord quelques appels, puis plus, puis un flot continu de notifications que j'ai ignorées avec le dévouement d'un professionnel. Marissa rentrait probablement de sa soirée romantique avec Charles. Elle découvrait probablement que sa clé ne fonctionnait plus et que sa télécommande de porte de garage avait mystérieusement cessé de fonctionner. Je me suis fait un sandwich et je me suis assis pour attendre que le vrai spectacle commence. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à voir ces plans soigneusement élaborés se concrétiser comme une opération militaire parfaitement exécutée. Surtout quand les cibles n'ont aucune idée qu'elles se dirigent droit dans le piège que vous avez passé des mois à tendre. C'est comme regarder un documentaire animalier où la gazelle s'approche du lion. Sauf que dans ce cas, la gazelle était ma femme infidèle et son salaud de patron. Et le lion était la douce justice. Ils étaient sur le point de se faire servir une portion d'humiliation publique. Marcus et moi nous sommes garés de l'autre côté de la rue de ce qui était ma maison vers 14 heures, assis dans sa BMW noire comme 2 détectives en planque. Il a apporté du café et des beignets de cette boutique chic du centre-ville, le genre qui facture 8 $ pour ce qui est essentiellement du sucre et de la caféine, mais qui a le goût d'avoir été fait par des anges. Je devais admettre que pour un avocat qui s'occupait habituellement d'affaires d'entreprises ennuyeuses, Marcus se prenait vraiment au jeu de l'opération vengeance. « Vous êtes sûr de vouloir regarder ça ?» a-t-il demandé, ajustant son rétroviseur pour avoir une meilleure vue du Porsche. Parfois, il vaut mieux laisser le karma faire son travail à distance. « Vous plaisantez ?» ai-je dit, en buvant une gorgée de café hors de prix qui valait en fait chaque centime. J'ai été déployé pendant 6 mois. C'est le meilleur divertissement que j'ai eu depuis que notre sergent s'est retrouvé coincé dans une toilette de chantier pendant une tempête de sable. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. À exactement 14h47, je sais parce que je chronométrais tout comme si c'était un exercice tactique, une berline argentée familière est entrée dans mon allée. La voiture de location temporaire de Marissa, empruntée à sa sœur parce qu'apparemment son précieux SUV avait mystérieusement disparu pendant la nuit. Elle est sortie vêtue de cette petite robe noire que je lui avais achetée pour notre anniversaire. Celle qui, disait-elle, la faisait se sentir sophistiquée et puissante. Je suppose qu'elle se sentait sophistiquée et puissante. D'accord, juste pas avec son mari. Et voilà Charles qui sortait du côté passager comme s'il était chez lui, redressant sa cravate et vérifiant sa montre comme si c'était juste une autre réunion d'affaires au lieu d'un après-midi galipette chez son employé.
Le gars avait le culot d'avoir l'air détendu, confiant, même, comme s'il faisait ça depuis si longtemps qu'il avait oublié que c'était techniquement de l'adultère et un comportement moralement répréhensible. Ils ont remonté mon allée en se tenant la main. Se tenant la main comme s'ils étaient un couple légitime au lieu de deux personnes qui mentaient et se faufilaient dans mon dos depuis Dieu sait combien de temps. Marissa riait de quelque chose que Charles avait dit, renversant la tête en arrière de cette manière qu'elle avait l'habitude de faire quand je lui racontais des blagues qui n'étaient même pas si drôles. Le même rire qui me faisait me sentir comme le gars le plus drôle du monde me retournait maintenant l'estomac parce qu'elle le gaspillait pour quelqu'un qui ne le méritait pas. C'est parti, a dit Marcus, se penchant en avant sur son siège comme s'il regardait le final de sa série télévisée préférée. Marissa a fouillé dans son sac à main et a sorti sa clé de maison. La même clé qu'elle utilisait depuis 3 ans. La même clé qui symbolisait autrefois la maison, la confiance et la vie que nous avions construite ensemble. Elle l'a glissée dans la serrure avec la confiance de quelqu'un qui avait sa place là-bas. Quelqu'un qui avait tout à fait le droit d'entrer dans cette maison et de faire ce qu'elle voulait. Rien ne s'est passé. Elle a réessayé, agitant la clé comme si elle l'avait juste mal insérée la première fois. Toujours rien. J'ai vu son visage passer de la confusion à l'inquiétude, puis au premier signe de panique alors qu'elle réalisait que quelque chose n'allait vraiment pas, c'est bizarre, a-t-elle dit assez fort pour que nous l'entendions de l'autre côté de la rue. La clé ne fonctionne pas, Charles s'est avancé comme le gentleman qu'il prétendait être. Il pensait probablement que ses compétences supérieures de crochetage masculin allaient sauver la situation. Il a pris la clé de Marissa et l'a essayée lui-même, en y mettant plus de force, en la tournant plus fort comme si la serrure était juste têtue et avait besoin d'une main ferme pour coopérer. Rien non plus. As-tu fait changer la serrure, a demandé Charles, ce qui était honnêtement une question assez stupide étant donné que Marissa y vivait jusqu'à la veille et saurait évidemment si les serrures avaient été changées. Non, a dit Marissa, et je pouvais entendre la confusion dans sa voix commencer à se transformer en quelque chose de plus proche de la peur. Je ne comprends pas. C'est ma maison. Faux, ma chérie. C'était ta maison. Maintenant, c'est la maison où tu vivais avant de décider de la transformer en nid d'amour pour toi et ton patron. Ils ont passé les 10 minutes suivantes à essayer tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Différentes clés du trousseau de Marissa parce que peut-être qu'elle avait pris la mauvaise par erreur. La clé de rechange cachée sous la fausse pierre. Sauf que, oups, cette serrure avait aussi été changée. Même la porte arrière, qu'ils ont découverte également nouvellement sécurisée lorsque Charles a essayé de se faufiler sur le côté de la maison comme une sorte de cambrioleur de banlieue. C'est là que les coups ont commencé. D'abord juste des coups, puis de véritables coups, puis des coups à pleine force sur la porte comme s'ils essayaient de la défoncer à main nue. « Ouvre la porte », a crié Marissa, sa voix se brisant avec le genre de désespoir que l'on n'entend habituellement que dans les films d'horreur. « J'habite ici. C'est ma maison. » Mon téléphone a commencé à vibrer 1 fois, 2 fois, puis constamment comme si quelqu'un maintenait le bouton d'appel enfoncé et refusait de lâcher prise. Le nom de Marissa n'arrêtait pas de clignoter sur l'écran, ainsi que des SMS de plus en plus frénétiques dont je pouvais voir des aperçus sans les ouvrir. « Où es-tu ? Appelle-moi maintenant. Il y a un problème avec la maison. » J'ai regardé Marcus, qui observait toute la scène avec la fascination de quelqu'un qui assiste à un accident de voiture au ralenti. « Tu vas répondre » a-t-il demandé. « Non » ai-je dit, en buvant une autre gorgée de mon excellent café et en m'installant pour profiter du spectacle. « Je suis en déploiement, tu te souviens ? Pas de réseau là où je suis. » Au moment où nous sommes finalement partis 1 heure plus tard, Marissa était assise sur les marches du Porsche, pleurant comme si son monde venait de s'effondrer, ce qui, pour être juste, était à peu près le cas. Charles se tenait maladroitement à côté d'elle, réalisant probablement que sa petite maîtresse amusante venait de devenir un énorme handicap qui pourrait détruire sa carrière, son mariage et sa confortable vie de banlieue. La dernière chose que j'ai vue dans le rétroviseur était Charles retournant seul à la voiture, laissant Marissa assise là, sur le porche de la maison où elle ne pouvait plus entrer, entourée des ruines de la vie qu'elle avait jetée pour quelques mois d'excitation. Échec et mat, en effet. Vous savez ce qui est beau dans un plan bien exécuté ? C'est comme regarder des dominos tomber. Une fois que vous avez fait basculer le premier, tout le reste se produit automatiquement avec une sorte de précision mathématique qui ferait pleurer de joie un professeur de physique. Et laissez-moi vous dire que voir la vie de mon ex-femme s'effondrer en temps réel était mieux que n'importe quel feu d'artifice que j'ai jamais vu, y compris ce spectacle du 4 juillet à Fort Bragg où ils ont accidentellement mis le feu à tout le terrain. J'étais assis dans le café de l'hôtel à 7 heures du matin le lendemain,
sirotant ma 3e tasse de café et regardant le lever du soleil peindre la ville de nuances d'orange doré qui me rappelait pourquoi les matins américains m'avaient tant manqué pendant mon déploiement. Le café ici était décent. Pas génial, mais bien meilleur que la camelote que nous buvions à l'étranger et qui avait le goût d'avoir été filtrée à travers du sable et du regret. Mon téléphone vibrait sur la table comme une guêpe en colère, vibrant si fort qu'il créait de petites ondulations dans ma tasse de café. 23 appels manqués quand je me suis réveillé. 46 au moment où j'ai fini ma douche, 67 au moment où je suis descendu pour le petit déjeuner. Les chiffres n'arrêtaient pas de grimper comme une sorte de loterie tordue où le prix était d'entendre mon ex-femme infidèle perdre la tête en temps réel. J'ai pris le téléphone juste assez longtemps pour vérifier les messages, pas pour y répondre, évidemment. La messagerie vocale a commencé par être confuse et inquiète. « Chérie, où es-tu ? Il y a un problème avec la maison. Rappelle-moi. » Puis ils sont devenus paniqués. « Je ne peux pas entrer dans la maison. Les serrures sont différentes. Qu'est-ce qui se passe ? » Puis ils sont devenus en colère. « C'est ridicule. Appelle-moi tout de suite. » Et enfin, ils ont dégénéré en ce genre de supplication désespérée qui m'aurait brisé le cœur il y a 6 mois, mais qui ressemblait maintenant à du bruit blanc au moment où j'ai fini mes œufs bénédicts. Et oui, je me suis offert le petit déjeuner de luxe parce que quel est l'intérêt de détruire la vie de son ex-femme si on ne peut pas savourer une sauce hollandaise hors de prix en le faisant ? Le compteur d'appels avait atteint les 3 chiffres. 112 appels d'une femme qui pensait apparemment que composer le même numéro encore et encore changerait d'une manière ou d'une autre les lois fondamentales de la physique et me ferait matérialiser devant elle. Mais voilà le truc avec l'entraînement militaire. Il vous apprend la patience. La vraie patience. Pas le faux genre où vous comptez secrètement jusqu'à 10 et essayez de ne pas perdre votre sang-froid. Le genre de patience où vous pouvez rester assis complètement immobile pendant des heures en attendant le moment exact pour bouger parce que vous comprenez que le timing est tout et qu'une action prématurée peut ruiner même les plans les mieux conçus. Donc, pendant que Marissa avait apparemment une crise de nerfs complète sur le parking de l'hôtel où elle s'était retrouvée, parce que selon ses SMS de plus en plus incohérents, Charles était soudainement devenu indisponible et avait besoin d'espace pour réfléchir. Je remplissais calmement des papiers qui transformeraient son sans-abrisme temporaire en un changement de style de vie permanent. Premier arrêt, le palais de justice. Demande de divorce remplie en 3 exemplaires avec l'efficacité de quelqu'un qui pratique la paperasse militaire depuis des années. Motif du divorce. Adultère avec preuves photographiques jointes. Partage des biens clairement définis sur la base des documents de fiducie qui protégeaient tout ce que j'avais gagné avant, pendant et après notre mariage. Pension alimentaire. Hors de question. Étant donné qu'elle avait volé sur nos comptes joints pour financer sa liaison. Le greffier a regardé ma paperasse avec le genre d'admiration habituellement réservé aux formations de forage parfaitement exécutées. C'est très complet, a-t-elle dit, tamponnant chaque page avec la satisfaction de quelqu'un qui appréciait l'attention portée aux détails. Votre avocat a fait un excellent travail. Merci, ai-je dit. Sans mentionner que j'avais fait la plupart du travail de préparation moi-même pendant ces longues nuits à l'étranger où je ne pouvais pas dormir et que j'avais besoin de faire quelque chose de productif de mon insomnie. Prochain arrêt, ordonnance restrictive, car apparemment Marissa était passée des appels téléphoniques désespérés à se présenter à l'hôtel où je séjournais, exigeant des réponses et faisant assez de bruit pour déranger les autres clients. Les images de la caméra de sécurité de l'hôtel la montrant en train de crier dans le hall à 6 heures du matin allaient probablement se retrouver sur l'une de ces vidéos de compilation de pétage de plomb de Karen, mais elles constituaient également une excellente preuve pour une plainte pour harcèlement. Puis est venu mon préféré, le rapport de fraude. Vous voyez, pendant que j'étais à l'étranger en train de manger des MRE et d'esquiver les tirs hostiles, Marissa avait utilisé mes avantages militaires pour financer sa petite romance, des dîners dans des restaurants chers, des escapades d'un week-end dans la région viticole, même des bijoux qu'elle prétendait être un cadeau de sa sœur, mais qui se sont avérés être facturés sur une carte de crédit liée à mon compte de vétéran. L'utilisation abusive des avantages militaires n'est pas seulement moralement répréhensible. C'est en fait illégal, avec des sanctions qui incluent des amendes, une peine de prison et un casier judiciaire permanent qui vous suit comme une mauvaise odeur. Mais attendez, il y a plus. Parce que Charles n'allait pas s'en sortir indemne de ce désastre alors que Marissa était occupée à avoir sa crise de nerfs publics et à chercher probablement sur Google comment entrer par effraction dans sa propre maison. J'écrivais une lettre très détaillée et très professionnelle au conseil d'administration de l'entreprise de Charles. Une lettre qui incluait des photos horodatées de sa voiture dans mon allée pendant les heures de travail,
des captures d'écran de mai entre lui et Marissa discutant de leur déjeuner qui durait apparemment 3 heures et impliquait bien plus que de discuter des prévisions trimestrielles, et une chronologie complète de leur relation de travail qui dressait un tableau très clair de harcèlement sexuel, d'abus de pouvoir et d'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. La meilleure partie, c'est que Charles travaillait pour l'une de ces entreprises qui prennent la conduite au travail très au sérieux. Le genre d'endroit qui organise des séminaires obligatoires sur les relations professionnelles appropriées et qui applique une politique de tolérance zéro pour les managers qui couchent avec leurs employés. Le genre d'endroit où se faire prendre dans une liaison avec un subordonné n'est pas seulement embarrassant, c'est un suicide professionnel. À midi, j'avais déposé tout ce qui devait être déposé, signalé tout ce qui devait être signalé et mis en branle une chaîne d'événements qui démantèlerait systématiquement chaque aspect de la vie confortable que Marissa et Charles pensaient pouvoir construire sur la base de ma confiance et de ma naïveté. L'avalanche avait officiellement commencé, et je n'avais pas eu à pousser une seule pierre. J'avais juste à m'asseoir, à savourer mon café hors de prix et à regarder la gravité faire ce que la gravité fait de mieux. 467 appels manqués à la fin de la semaine, et je n'en ai pas répondu à un seul. Parce que parfois, la réponse la plus dévastatrice n'est pas une réponse du tout. Vous savez ce qui est pire qu'avoir une femme infidèle? Avoir des beaux-parents qui pensent que vous n'êtes pas assez bien pour leur précieuse fille, même quand c'est elle qui vous trompe dans votre dos. Les White, Philippe et Margaret, me traitent comme un gendre au rabais depuis le premier jour. Le genre de personne qui vous sourit au visage lors des dîners de famille, mais passe le reste du temps à murmurer que leur fille aurait pu faire mieux et qu'elle s'est mariée trop jeune. Eh bien, il était temps que les White apprennent que parfois, le gars que vous méprisez est celui qui a maintenu toute votre famille à flot. Leur maison se trouve dans l'un de ces quartiers où chaque pelouse semble avoir été tondue avec des ciseaux à ongler, où chaque boîte aux lettres coûte plus cher que la voiture de la plupart des gens. Une ambiance de vieille fortune. Ou du moins le genre de fausse ambiance de vieille fortune qui vient du poste de cadre intermédiaire de Philippe dans une compagnie d'assurance et du travail à temps partiel de Margaret dans une boutique qui vend des foulards à 300$ pièce. Le genre de personne qui pense qu'avoir une femme de ménage 2 fois par semaine fait d'eux une aristocratie. Je suis entré dans leur allée circulaire à 10h un samedi matin, car rien ne dit, affaire sérieuse, comme se présenter quand les gens sont censés se détendre en pyjama et prétendre que leur vie est parfaite. Ma voiture de location, une berline basique qui coûte probablement moins cher que la manucure hebdomadaire de Margaret, avait l'air hilarante à côté de la BMW de Philippe et de la Mercedes de Margaret, qui, je le sais, étaient financées jusqu'à leur pare-choc chromé. Le dossier que je portais avait l'air assez innocent, juste une enveloppe en manille qui aurait pu contenir n'importe quoi, des documents d'assurance aux photos de famille. Mais à l'intérieur se trouvait assez d'informations pour faire exploser leur petit monde confortable comme une bombe nucléaire tactique faite de paperasse et de vérités inconfortables. Margaret a ouvert la porte, entièrement maquillée et dans une tenue qui lui a probablement pris 1 heure à composer, car apparemment, même à la maison un samedi matin, elle devait avoir l'air de poser pour une couverture de magazine sur la vie de banlieue réussie. Son sourire était la même fausse expression douce qu'elle m'avait donnée pendant 3 ans. Celle qui disait « Je suis poli parce que je dois l'être, mais je préférerais être n'importe où ailleurs. » Oh, a-t-elle dit, comme si me trouver à sa porte était aussi agréable que de découvrir un raton laveur dans sa poubelle. Nous ne vous attendions pas, Marissa a dit que vous ne rentriez pas avant la semaine prochaine. Les plans ont changé, ai-je dit en tendant le dossier. Est-ce que Philippe est à la maison? J'ai besoin de vous parler à tous les deux de quelque chose d'important. Elle m'a conduit dans leur salon, qui avait l'air d'avoir été décoré par quelqu'un qui avait regardé trop d'émissions de décoration intérieure et qui avait plus d'argent que de goût. Tout était blanc, beige et soigneusement agencé pour avoir l'air décontracté tout en étant en fait complètement artificiel. Philippe était assis dans son fauteuil en cuir, lisant un magazine financier, prétendant probablement comprendre l'analyse du marché boursier tout en regardant simplement les images. De quoi s'agit-il, a demandé Philippe, sans se donner la peine de se lever ni même de baisser complètement son magazine. La même attitude dédaigneuse qu'il m'avait donnée depuis le jour où j'ai épousé sa fille, comme si j'étais une sorte d'employé qui avait oublié sa place. Je me suis assis sur leur canapé ridiculement cher sans y être invité et j'ai ouvert le dossier sur leur table basse en verre qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Il s'agit de votre fille, ai-je dit en posant le premier document, et du fait que vous vivez tous les deux dans le mensonge depuis 1 an. Le premier document était un relevé bancaire montrant les paiements de mon compte à leur société de prêt hypothécaire. Pas un prêt, pas un cadeau, pas une aide temporaire. Des paiements mensuels réguliers qui duraient depuis plus d'1 an, couvrant leur paiement de maison parce qu'apparemment, le salaire de cadre intermédiaire de Philippe ne suffisait pas à couvrir leur style de vie de classe supérieure.
Le faux sourire de Margaret a disparu comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Le magazine de Philippe lui a glissé des mains et a heurté le sol avec un bruit sourd qui a résonné dans leur salon soudainement très silencieux. « Vous avez payé notre hypothèque » a murmuré Margaret, fixant le relevé bancaire comme s'il était écrit dans une langue étrangère. « Pendant 14 mois, ai-je confirmé en posant le document suivant. Chaque mois, comme une horloge, pendant que vous deux disiez à tous ceux qui voulaient bien l'entendre que je n'étais pas assez bien pour votre fille et qu'elle s'était mariée en dessous de sa condition. Le document suivant était encore meilleur. Une ventilation détaillée de chaque prêt qu'ils avaient demandé au cours des 3 dernières années. La réparation de la voiture qui s'est transformée en un remplacement complet du moteur, les travaux de toiture qui ont doublé de coût à mi-parcours. Les paiements de cartes de crédit que j'avais aidé à faire pendant les problèmes de trésorerie temporaire de Philippe qui avaient duré 8 mois. Tout cela totalisait un chiffre qui a fait blêmir Philippe et a fait trembler les mains de Margaret. Mais le vrai clou du spectacle, ai-je dit en posant la dernière série de documents comme si je distribuais des cartes dans la partie de poker la plus chère du monde, c'est ce que votre précieuse fille a fait pendant que j'étais à l'étranger pour maintenir la stabilité financière de votre famille. C'étaient les photos que j'avais gardées pour les occasions spéciales. La voiture de Charles dans notre allée. Marissa et Charles se tenant la main devant des restaurants que je ne pouvais pas me permettre. Des reçus d'hôtel qui correspondaient exactement au jour où elle me disait qu'elle rendait visite à son ami malade ou qu'elle travaillait tard sur des projets importants. Des SMS entre eux qui ont commencé de manière professionnelle et ont fini par ressembler au genre de roman d'amour qui ferait rougir une star du porno. Le silence dans ce salon était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Margaret fixait une photo de sa fille embrassant Charles sur le parking du Marriott du centre-ville. Son maquillage parfait commençait à couler alors que des larmes se formaient dans ses yeux. Philippe lisait des SMS entre sa fille et son patron qui incluaient des plans détaillés pour dépenser mon argent de déploiement dans des escapades romantiques. Elle a volé sur nos comptes, ai-je poursuivi, car apparemment je ne faisais que m'échauffer, avantages militaires, économie, tout ce que nous avions construit ensemble, utilisant ma solde de déploiement pour financer sa liaison tout en m'écrivant des lettres sur le fait que je lui manquais et qu'elle avait hâte que je rentre à la maison. Margaret a commencé à pleurer. Pas les larmes jolies et délicates que l'on voit dans les films, mais les sanglots laids et secouant le corps de quelqu'un dont toute la vision du monde vient d'être démolie avec des preuves photographiques. Philippe est resté assis là, fixant les documents comme s'il essayait de les faire disparaître par la seule force de sa volonté. « Pourquoi nous montrez-vous ça ?» a finalement réussi à demander Philippe. Je me suis levé, j'ai rassemblé mes papiers et je me suis dirigé vers la porte, car j'ai dit par-dessus mon épaule, « Vous avez passé 3 ans à me dire que je n'étais pas assez bien pour votre famille. Il s'avère que votre famille n'était pas assez bien pour moi. » Et je suis sorti, les laissant assis dans leur salon cher avec les ruines de la réputation de leur fille parfaite éparpillées sur leur table basse hors de prix comme des confettis de la pire célébration du monde. Il y a quelque chose de presque artistique à voir toute la présence sur les réseaux sociaux de quelqu'un implosé en temps réel. C'est comme une performance artistique, sauf qu'au lieu de vernissage prétentieux et de vin hors de prix, vous avez des places au premier rang pour la destruction complète de la personnalité en ligne soigneusement construite de quelqu'un. Et laissez-moi vous dire que la chute numérique de Marissa était plus divertissante que tout ce que Netflix avait à offrir. Cela a commencé environ 2 semaines après l'incident du Porsche, lorsqu'elle a apparemment décidé que sa meilleure stratégie était de jouer la carte de la victime plus fort qu'un joueur de poker professionnel avec une quinte flush royale. Elle s'est lancée dans toute une campagne sur les réseaux sociaux sur le fait d'être abandonnée, trahie et laissée sans abri par l'homme qui avait promis de l'aimer et de la protéger. De vraies histoires à faire pleurer, avec des photos soigneusement mises en scène d'elle ayant l'air triste et vulnérable dans son nouvel appartement exigu qu'elle avait loué avec ce qui restait sur son compte chèque personnel. L'appartement, soit dit en passant, était une véritable œuvre d'art. J'ai peut-être fait un tour ou deux, vous savez, juste pour m'assurer qu'elle s'intégrait bien à son nouveau style de vie. C'était l'un de ces complexes qui annoncent un « mode de vie de luxe », mais qui signifie en réalité, nous avons tout peint en beige et installé les accessoires les moins chers possibles tout en facturant des prix élevés. Le genre d'endroit où les murs sont si fins que vous pouvez entendre les émissions Netflix de vos voisins et où le parking sent toujours comme si quelqu'un cuisinait du poisson dans un micro-ondes. Les publications Instagram de Marissa depuis sa nouvelle maison étaient de l'or comique. Des photos de sa minuscule kitchenette avec des légendes comme « Un nouveau départ dans mon nouvel espace douillet ». Traduction, je suis passé d'une maison de 4 chambres à un studio, et je fais comme si c'était mon choix. Des photos d'elle se rendant au travail avec des hashtags comme femme indépendante et nouveau départ, soigneusement recadrés pour cacher le fait qu'elle prenait le bus parce que son SUV avait mystérieusement disparu et qu'elle ne pouvait pas se permettre de payer une voiture.
Oh oui, la situation professionnelle. Il s'avère que lorsque votre patron est suspendu pour harcèlement sexuel et utilisation abusive des ressources de l'entreprise et que vous êtes l'employé qu'il harcelait et avec qui il utilisait abusivement les ressources, vos perspectives de carrière en prennent un coup. L'agence de marketing où elle travaillait et où elle travaillait, Charles de plus d'une manière a soudainement trouvé des raisons de restructurer son poste jusqu'à ce qu'il n'existe plus. C'est incroyable comme ça fonctionne. Elle se retrouvait donc là, à 28 ans avec un diplôme universitaire et 3 ans d'expérience en marketing, à travailler dans une chaîne de magasins de vêtements au centre commercial, à plier des pulls et à demander aux adolescents s'ils voulaient s'inscrire à la carte de crédit du magasin. La même femme qui se vantait de son bureau d'angle avec vue et de ses importantes présentations clients s'occupait maintenant des acheteurs du Black Friday et essayait d'atteindre des quotas de vente fixés par des managers probablement plus jeunes que sa paire de chaussures préférée. Mais le vrai divertissement était de la voir essayer de maintenir son récit de victime pendant que tout son système de soutien s'effondrait autour d'elle. Vous voyez, le truc avec les liaisons, c'est qu'elles ne se produisent pas dans le vide. D'autres personnes savent toujours, ou du moins soupçonnent, et elles sont généralement juste polies en faisant semblant de ne pas voir ce qui est évident pour tout le monde avec des yeux qui fonctionnent. Ses amis ont commencé à ne plus la suivre sur les réseaux sociaux une par une, comme des rats quittant un navire en perdition. Les mêmes amis qui commentaient des émojis en forme de cœur sur toutes ses publications et l'invitaient à des soirées vins et à des voyages de fin de semaine sont soudainement devenus très occupés par leur propre vie. C'est incroyable à quelle vitesse les gens disparaissent lorsque votre drame devient trop compliqué à ignorer et que votre statut social tombe en dessous de leur zone de confort. Margaret a cessé de répondre à ses appels après notre petite discussion. Philippe, qui prenait autrefois le parti de Marissa dans chaque dispute familiale et me traitait comme un employé lors des réunions de famille, a soudainement développé une opinion très forte sur les filles qui mordent la main qui les nourrit. Même sa sœur, celle qui lui avait prêté la voiture pour cet après-midi fatidique, a commencé à trouver des excuses pour ne pas pouvoir l'aider avec de l'argent, le transport ou un soutien émotionnel. Le point de rupture est survenu lorsque quelqu'un, et je ne dis absolument pas que c'était moi, mais je ne dis pas non plus que ce n'était pas moi, a laissé un commentaire anonyme sur l'une de ses publications Facebook les plus dramatiques sur le fait d'être abandonnée par la personne qui était censée la protéger pour toujours. Le commentaire était simple, direct et absolument dévastateur. N'as-tu pas trompé ton mari pendant qu'il servait à l'étranger? 6 mots, 26 caractères, espace compris. Une question qui a traversé tout son récit de victime soigneusement construit comme une épée à travers du papier de soie. La publication a disparu en moins d'1 heure, mais les captures d'écran vivent pour toujours. Et apparemment, quelqu'un avait prêté attention à l'histoire de Marissa assez longtemps pour faire le lien entre son histoire triste et la chronologie des événements que tout le monde en ville commençait à reconstituer. Les petites communautés aiment les commérages presque autant qu'elles aiment soutenir les familles de militaires. Et une femme qui trompe son mari déployé n'obtient pas beaucoup de points de sympathie, peu importe à quel point elle pleure joliment à ce sujet. Charles, quant à lui, faisait face à sa propre version de l'enfer des réseaux sociaux. Sa femme, vous vous souvenez d'elle? La femme avec qui il était marié depuis 12 ans, la mère de ses 2 enfants, la personne qu'il trahissait à chaque fois qu'il se présentait chez moi pour jouer à la maison avec ma femme, avait apparemment reçu un colis anonyme contenant des photos, des SMS et une chronologie détaillée des activités extrascolaires de son mari. J'ai peut-être entendu par certains canaux qu'elle avait demandé le divorce avec préjudice extrême, emmenant les enfants et environ la moitié de tout ce que Charles possédait. Apparemment, elle avait également partagé certaines des preuves les plus accablantes avec leurs amis communs, car la présence de Charles sur les réseaux sociaux est passée de « cadre marketing à succès et père de famille » à un silence radio plus vite que vous ne pouvez dire, clause d'adultère. L'enquête interne de leur entreprise était apparemment très approfondie et très publique, le genre de choses qui se murmurent dans les salles de pause et se discutent à voix basse pendant les déjeuners. Charles est passé du bureau d'angle à la suspension, puis à la poursuite d'autres opportunités, en environ 3 semaines, ce qui, en langage d'entreprise, signifie « nous l'avons viré si fort que ça a laissé des traces de dérapage ». À la fin du mois, le numéro de victime en ligne de Marissa s'était complètement effondré. Plus de commentaires de sympathie, plus de messages de soutien, plus d'amis se ralliant à sa cause. Juste une femme dans un studio travaillant dans le commerce de détail, publiant des mises à jour de plus en plus désespérées sur le fait d'apprendre à être forte et à se trouver, que personne ne lisait parce que personne ne s'en souciait plus. Internet était passé à un drame plus frais, laissant Marissa faire face aux conséquences de ses choix dans un silence anonyme et béni, exactement comme je l'avais prévu. 1 an plus tard, et laissez-moi vous dire que le recul est vraiment de 20/20.
Surtout quand vous repensez à la meilleure histoire de vengeance jamais racontée en sirotant un café sur la terrasse de votre propre chalet au bord du lac, en regardant le lever du soleil peindre l'eau de couleurs qui vous rappelle pourquoi la vie est en fait plutôt belle quand vous ne la partagez pas avec des parasites menteurs, infidèles et suceurs d'âme. Le chalet n'était pas un grand manoir ou quoi que ce soit. Juste un endroit modeste que j'avais trouvé à environ 3 heures au nord de la ville, assez loin du cauchemar de banlieue auquel j'avais échappé, mais assez proche de la civilisation pour que je puisse toujours avoir un accès Internet décent et une livraison de nourriture quand je n'avais pas envie de cuisiner. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine qui fonctionnait réellement, et une vue qui me faisait comprendre pourquoi les gens écrivent de la poésie sur la nature, la solitude et la recherche de la paix dans les choses simples. Je l'ai acheté avec l'argent du règlement du divorce. Car apparemment, lorsque votre femme commet une fraude en utilisant les avantages militaires pendant que vous êtes déployé, les tribunaux ont tendance à considérer d'un très mauvais œil ces revendications sur les biens matrimoniaux. Qui l'eût cru? L'ensemble du processus s'était déroulé plus facilement qu'un solo de saxophone de jazz. Grâce à tout ce travail de préparation que j'avais fait, et au fait que la représentation légale de Marissa consistait en un avocat commis d'office surchargé de travail qui n'avait probablement jamais traité de divorce militaire et ne s'attendait certainement pas à affronter quelqu'un qui documentait tout avec la précision d'un briefing du Pentagone. L'ironie était délicieuse. L'argent que Marissa avait volé sur nos comptes, les avantages militaires qu'elle avait utilisés à mauvais escient, le crédit qu'elle avait détruit, tout cela avait été récupéré par des voies légales et une restitution ordonnée par le tribunal. Chaque mois, comme une horloge, un paiement apparaissait sur mon compte avec son nom dessus. De l'argent qu'elle gagnait en pliant des vêtements et en demandant aux clients s'ils voulaient ouvrir une carte de crédit de magasin pour une réduction supplémentaire de 10% sur leur achat. Mais voilà ce qui aurait surpris l'enfer du gars en colère et au cœur brisé qui a découvert la trahison de sa femme il y a 1 an. Je n'utilisais pas cet argent pour des fantasmes de vengeance, des jouets coûteux ou quoi que ce soit qui aurait donné à Marissa la satisfaction de savoir qu'elle affectait toujours ma vie. Au lieu de cela, chaque centime de ces paiements de restitution allait directement à une organisation à but non lucratif que j'avais créée pour les anciens combattants en difficulté. Des gars qui revenaient de déploiement pour trouver leur vie aussi foutue que la mienne l'avait été, juste sans le bénéfice d'une planification financière paranoïaque. Seconde chance pour les militaires, n'allait pas gagner de prix pour son nom créatif, mais cela aidait de vraies personnes à faire face à de vrais problèmes. Des gars qui rentraient à la maison pour trouver que leur femme avait vidé les comptes bancaires, vendu les maisons, maximisé les cartes de crédit. Des femmes qui avaient été financièrement abusées par des partenaires qui pensaient que le déploiement militaire signifiait une saison ouverte sur les biens communs. Des soldats aux prises avec le SSPT, le chômage, le sans-abrisme, la toxicomanie, toutes les choses amusantes dont personne ne parle dans ces publicités patriotiques sur le soutien à nos troupes. Les réunions mensuelles du conseil d'administration se tenaient par vidéoconférence depuis ma terrasse. Car l'un des avantages de diriger sa propre organisation à but non lucratif est que vous pouvez définir le code vestimentaire, et un jean et un t-shirt en étant assis au bord d'un lac est définitivement mon uniforme préféré pour discuter des allocations budgétaires et de l'efficacité des programmes. Nous avons aidé 43 familles ce trimestre, a rapporté Sarah, notre coordinatrice de programme, qui était probablement assez jeune pour être ma petite sœur, mais qui avait plus de compétences organisationnelles que la plupart des généraux sous lesquels j'avais servi. Le fonds d'aide au logement d'urgence a aidé 12 familles à éviter l'expulsion et le programme d'aide juridique a traité 18 cas de fraude financière. Exceptionnel, ai-je dit. En regardant une famille de canards pagayer sur le lac comme s'ils en étaient les propriétaires, ce qui, je suppose, était le cas. Quelle est notre situation financière actuelle? Stable et en croissance, a déclaré Tom, notre trésorier, qui est une sorte de magicien de la comptabilité que Marcus avait recommandé. Les paiements de restitution mensuels fournissent une base solide, et nous avons 3 sponsors d'entreprise signés pour l'année prochaine. De plus, cette organisation d'anciens combattants du Texas veut s'associer à nous pour un programme pilote. Chaque mois, les paiements ordonnés par le tribunal de Marissa aidaient une autre famille à éviter le genre de dévastation financière qu'elle avait essayé de m'infliger. Chaque dollar qu'elle gagnait en pliant des pulls au centre commercial devenait de l'espoir pour quelqu'un d'autre. Un soutien pour les personnes qui avaient servi leur pays et méritaient mieux que de se faire avoir par les personnes en qui elles avaient le plus confiance. Le téléphone qui vibrait autrefois avec 467 appels manqués d'une ex-femme infidèle et désespérée était silencieux depuis des mois maintenant. Non pas parce que j'avais bloqué son numéro. J'avais en fait gardé le même téléphone, le même numéro, tout pareil, mais parce qu'elle avait finalement compris que je n'allais pas répondre, que je n'allais pas m'engager.
que je n'allais pas lui donner la satisfaction de savoir qu'elle pouvait encore obtenir une réaction de ma part. Le silence, comme il s'avère, est l'arme la plus puissante de l'arsenal humain. Pas le genre de silence qui vient du fait d'être sans voix, effrayé ou submergé, mais le genre qui vient du fait de n'avoir absolument plus rien à dire à quelqu'un qui a prouvé qu'il ne valait pas l'énergie qu'il faut pour former des mots. Je ne détestais plus Marissa. La haine nécessite de se soucier, et se soucier nécessite un investissement émotionnel. Et je me suis désinvesti de tout sentiment à son égard avec la même efficacité clinique que j'avais utilisée pour protéger mes actifs. Elle n'était plus qu'une personne qui avait été dans ma vie, comme un camarade de classe du lycée ou un ancien collègue, quelqu'un dont je pouvais me souvenir sans ressentir quoi que ce soit de particulier à propos des souvenirs. Je ne lui ai pas pardonné non plus, car le pardon implique que ce qu'elle a fait était pardonnable. Et trahir son conjoint déployé tout en volant son argent et en lui mentant en face tombe assez fermement dans la catégorie de l'impardonnable. Mais je n'avais pas non plus besoin de pardon, n'avais pas besoin de tourner la page, n'avais besoin d'aucun de ces concepts thérapeutiques que les gens lancent lorsqu'ils essaient de traiter un traumatisme et d'aller de l'avant. J'avais juste besoin de distance physique, de distance émotionnelle, et du genre de silence qui parle plus fort que n'importe quel mot. Alors que j'étais assis là sur ma terrasse, regardant le soleil se lever sur une eau qui n'appartenait à personne et à tout le monde en même temps, j'ai réalisé que la vengeance n'est pas toujours le feu, la fureur et les confrontations dramatiques qui laissent tout le monde ensanglanté et brisé. Parfois, la vengeance, c'est juste de bien vivre, de construire quelque chose de significatif et de ne jamais regarder en arrière les décombres que vous avez laissés. Parfois, la chose la plus dévastatrice que vous puissiez faire à quelqu'un qui vous a blessé est de prouver que vous êtes mieux sans lui. Et ce silence, mon choix, ma liberté, était plus fort que n'importe quel cri que Marissa pourrait jamais pousser. Tout. Pour vous. Visionnez.